19 h, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre présence. À la une ce 16 mars, le début du procès aux assises des coupeurs de route. 9 sont sur les bancs des accusés. Aujourd'hui, pour répondre à leurs actes, Jaïdi Maoulida nous fera un compte-rendu de cette première journée. Ils se sont fait avoir et veulent le faire savoir pour éviter aux autres la même mésaventure. Nous avons rencontré les victimes du transitaire Mayotte Import-Export. Témoignages et explications à suivre. On parlera de l'obligation de l'emploi des personnes en situation de handicap dans la fonction publique. Une réunion a eu lieu hier au collège de Kwalé pour sensibiliser sur la question que nous aborderons avec notre invitée, Nathalie Infante, directrice régionale de la Caisse des dépôts Océan Indien. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Mais d'abord cet incendie survenu hier en début de soirée à l'abattoir au quartier dit Bambao. 8 casentols sont partis en fumée, 4 bouteilles de gaz ont explosé. Aucune victime à déplorer, fort heureusement. Il aura tout de même fallu près de 2 heures aux pompiers pour circonscrire le sinistre. Il semblerait que le départ du feu ait été volontaire. Quelle prise en charge alors pour les sinistrés? On voit cela avec Chafanti Alibako et Assadi Razavitseno. Un tas de ruines. Ce qu'il reste des 8 bangas quartier Bambao. Malgré la fatigue, ce sinistré est revenu sauver ce qui peut l'être. Je cherche des pièces d'identité que j'avais laissées sur la table, sur les vêtements. Il y avait aussi mon passeport. Je n'ai rien retrouvé. Je vais arrêter de chercher. Cet incendie fait 52 sinistrés. Sans solution de relogement, une vingtaine de personnes cohabitent à la maison des jeunes de l'abattoir. Des hommes, des femmes, mais surtout des enfants. Tous espèrent une solution en urgence. J'ai vraiment mal au cœur. Depuis hier, c'est très dur suite à ce qui s'est passé. Nous avons besoin d'aide avec nos enfants. Vraiment, nous sommes impuissants, nous ne savons pas où aller. On ne nous a rien dit, on ne sait pas encore jusqu'à quand on va rester là. Ils ont pris nos noms. On attend, voilà. Depuis hier, nous portons les mêmes vêtements. Je ne me suis pas changée. Mes enfants sont dans la même situation, c'est difficile. L'incendie serait l'œuvre d'un voisin instable mentalement. Il a été interpellé, puis interné hier soir. Certains ici ne décolèrent pas. Ça, c'est pas notre voisin. De toute façon, il n'est rien pour nous depuis aujourd'hui. Il n'est rien pour nous. S'il était fou, il n'aurait pas mis le feu en regardant comme ça. Après, il est parti chez sa mère. Ça, c'est pas juste, ça. La commune de Dzaoudi l'Abattoir n'a pas de solution d'hébergement dans la durée. Le dossier a été transféré au service de l'État. En attendant, les familles s'apprêtent à passer une nouvelle nuit dans l'incertitude. Venons-en à l'ouverture ce mercredi du procès dit des coupeurs de route aux assises. 6 ans que les victimes attendaient ce moment pour affronter leurs agresseurs. Dans cette affaire, 9 personnes se trouvent aujourd'hui sur le banc des accusés, poursuivis pour tentative de meurtre, enlèvement, séquestration et vol en bande organisée. Compte rendu d'audience avec Jaïdi Maoulida Farouseni. Aujourd'hui est donc le premier jour du procès des coupeurs de route qui ont sévi sur l'île en 2016. Alors à ce premier jour, il s'agit surtout de rappeler les faits et d'écouter les premiers témoignages des victimes. Mais ce qui aura attiré l'attention, c'est l'absence d'un avocat de la partie civile pour ces victimes. Étrange au vu du nombre de victimes et du fait qu'il y ait des associations de défense aux victimes qui existent. Alors parmi les 9 accusés, 7 étaient présents dans la salle, 2 absents. Mineurs n'étaient pas là. L'un d'entre eux a un mandat d'arrêt requis contre lui. Alors le balai des témoignages se poursuivra demain pour un procès qui devrait durer jusqu'au 22 mars 2022. Justement aujourd'hui, nous avons pu discuter avec 2 victimes de ces coupeurs de route. On les écoute. Et que ça dans la tête et que je n'arrive plus à en avoir aucune indemnité. Moi je ne travaille pas. À cause de ça. Je n'aurais raté ce moment pour rien au monde. C'est un traumatisme. Ils m'ont mis un couteau sous la gorge avec une arme qui s'est avérée factice. Ils ont saccagé ma voiture. Ils ont également bâillonné ma femme et ils l'ont blessée à la main.
Voilà pour ces premières réactions concernant donc cette première journée de procès sur les coupeurs de route. Procès qui devrait durer donc jusqu'au mardi 22 mars. Dans ce journal, vous le savez, nous ne manquons pas de vous alerter sur les arnaques. Attention mesdames, messieurs, aux faux transitaires. Le cas, semble-t-il, de la société Mayotte Import-Export, radiée du registre du commerce et des sociétés du Havre en août 2021. Mais la société continue d'exercer, faisant quelques victimes au passage. Hachim Saïd Hachim Efar Ousseni. J'ai contacté ce monsieur en tant que transitaire parce qu'il m'a montré ses documents comme quoi il fait des activités entre France et Mayotte. Donc j'ai confié mes colis à la personne. Le responsable de l'ex-société Mayotte Import-Export se présente toujours comme transitaire devant ses futures victimes. En octobre dernier, Fatima et 4 autres personnes lui ont confié des marchandises et des véhicules. Après plusieurs semaines d'attente, ils ont compris que le retard n'est pas lié à la crise du transport maritime. Aujourd'hui, l'incompréhension est totale. Nous, on ne comprend pas quand il nous dit qu'il ne peut pas faire ouvrir le conteneur. Alors que tous les clients, soi-disant, qu'on est dedans, on a déjà payé. Donc on ne sait pas le magouille qu'il y a dedans ou l'escroquerie qu'il y a dedans. Et on vient d'apprendre avec un document qu'un de nos collègues il a fait des recherches que comme quoi il ne doit plus exercer depuis le mois d'août. Au moment où il a récupéré nos colis, en fait, il a été déjà radié et il ne nous a rien dit. Donc il a pris les sous en douce, il a mis des affaires dedans, mais dans le conteneur, en fait, on est des clandestins. Inconnus au service des douanes parce que les noms des victimes ne figurent pas sur les manifestes maritimes. Un problème récurrent constaté depuis plusieurs années à Mayotte par le syndicat des transitaires. Soit la personne à qui elles ont donné l'argent n'a pas payé le fret avec la compagnie maritime, soit il n'a pas payé les transitaires qui sont intervenus pour lui au départ en métropole, soit il ne paye pas les frais de port et du coup la marchandise reste bloquée au port. Et le connaissement maritime n'étant pas au nom de ces personnes, elles ne sont pas propriétaires des marchandises qui sont dans le conteneur. Après une vérification auprès du pôle d'action économique, la société Mayotte Import-Export n'a jamais obtenu d'agrément à Mayotte ni en métropole. Le conteneur est arrivé depuis le 26 janvier dernier au port de Longoni. Ce système mafieux rodé n'est pas un problème de douane. Il leur revient pour pouvoir déclarer leurs marchandises, de nous présenter les documents que je vous ai indiqués, le connaissement maritime, les factures, la déclaration d'exportation. C'est le propriétaire, le détenteur qui est en capacité de nous donner ces documents. Et s'ils ne les ont pas, c'est là que la difficulté se pose. En attendant, le seul recours possible reste le dépôt de plainte. La société en question a déjà été condamnée sous un autre nom en 2018 pour des agissements similaires chiffrés à 9 000 €. J'ai pas récupéré ma marchandise. Ce que j'ai fait, j'ai porté plainte contre cette personne. J'ai pris un avocat. J'ai pris aussi contact avec un huissier de justice qui se trouvait à Le Havre, donc qui est parti du coup faire des recherches sur cette personne et qui a découvert que cette personne s'était mise en liquidation judiciaire, avait fermé sa société et donc qui était insolvable. Contacté par téléphone, le concerné n'a jamais nié des faits. À ce jour, selon le service juridique du groupe Eno, transitaire avec lequel l'escroc a sous-traité, il doit toujours 6 000 € à la compagnie. Depuis, il continue toujours d'exercer sous couvert de Mayotte Import-Export dans le nord de la France. 2 autres conteneurs seraient en attente d'expédition. L'escroquerie est loin d'être terminée. Au lycée de Chirongui, les tensions ont repris à la mi-journée. Une bagarre a eu lieu entre des élèves et des individus qui ne sont pas de l'établissement. L'origine de ces tensions reste floue. Un élève au moins a été blessé ainsi que 3 gendarmes, sans parler de l'agression ce matin d'un agent de la CC Sud sur place. Un individu a été interpellé, mais les enseignants ne sont pas rassurés pour demain. Écoutons à ce propos Bruno Desil, professeur au lycée de Chirongui et secrétaire départemental de la CGT Éducation, joint tout à l'heure au téléphone par Andri Rakoton-Javola. Des deux côtés, ça a riposté avec des jets de cailloux, des caillassages.
On a un élève qui a été blessé, qui a été accompagné en salle d'épreuve pour être mis à l'abri. Les autres élèves ont été mis en sécurité dans les salles de classe. Et ça a été extrêmement rapide et assez violent. Bon, on ne connaît pas, apparemment, pour le moment, on n'a pas eu de retour sur ces personnes qui étaient à l'extérieur, qui ont jeté ces cailloux. On ne sait pas si c'est des bandes de jeunes. Pour le moment, on n'a pas de retour sur ce qui est prévu demain ou après-demain. Si elle ouvre, dans quelles conditions? Parce que pas oublier que ça a été quand même assez tendu. C'est toujours difficile à vivre ce genre de situation. Savoir quels sont les dispositifs qui vont être mis en place pour justement faire en sorte que les élèves puissent venir en sécurité dans l'établissement, que ce soit sécurisé, et que des éléments extérieurs ne puissent pas venir comme ça devant un établissement agresser des élèves sans qu'on sache les bouts, les aboutissants de tout ça. À 25 jours du premier tour de la présidentielle, le ballet des candidats ou de leurs représentants se poursuit en Outre-mer. Dans notre région, sachez que Jean Lassalle est arrivé ce matin à La Réunion. Lui qui a failli jeter l'éponge avant de revenir sur sa décision. Jean Lassalle qui sera demain à Mayotte selon nos confrères d'Outre-mer 360. Et en attendant, le 24 avril au soir, pour savoir qui succédera ou non à Emmanuel Macron, revenons sur la visite le week-end dernier à Mayotte du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Qu'a-t-il laissé comme espoir, comme inquiétude après son passage? Le thème ce soir de votre émission Kalawadala, présenté par Kalatoumi Abdelhadi. Débat à suivre sur nos antennes à partir de 20h, comme tous les mercredis. Des hausses de salaire en vue pour les fonctionnaires. Voilà l'annonce du gouvernement ce mardi. Ce serait donc la fin du gel du point d'indice bloqué depuis 5 ans. Une mesure jugée électoraliste pour beaucoup de Français concernés. Mais vu la cherté de la vie, ce coup de pouce serait plus que bienvenu, disent certains. Victor Frédéric, Jean Vanove. Longtemps resté gelé, le point d'indice des fonctionnaires à l'heure du dégel. Le gouvernement affirme vouloir l'augmenter d'ici cet été. Une hausse de salaire très attendue par Joanne, animatrice scolaire. Ça ferait du bien. Après, j'ai pas idée sur la fiche de paye. Qu'est-ce que ça va être comme somme? Aujourd'hui, elle gagne 1 540 € net par mois. Son salaire est le même depuis son embauche il y a 4 ans, alors que le coût de la vie, lui, augmente toujours plus. J'ai un loyer assez conséquent. J'essaye de me fixer 200 € de courses par mois, mais on se rend compte que le 15 du mois, c'est pas suffisant. Dans les mairies, les écoles ou les hôpitaux, pour près de 6 millions de fonctionnaires, ce dégel du point serait une première depuis 5 ans. En 2016 et 2017, il avait augmenté seulement d'1,2%. Aujourd'hui, les syndicats attendent donc un effort bien plus important. Si on regarde depuis 2011, il y a plus de 13% d'inflation qui ont eu lieu avec une seule augmentation de 1,2%. Pour entrer en discussion, nous demanderons à l'UNSA 10% d'augmentation de la valeur du point d'indice. Des organisations syndicales qui s'interrogent aussi sur le calendrier de cette annonce, à un mois seulement de l'élection présidentielle. On nous dit, attendez le quinquennat prochain, on verra ce qu'on pourra faire pour vous. Sauf que l'inflation 2021-2022, elle est aujourd'hui. Le prix des carburants, c'est aujourd'hui. Le prix de l'énergie, c'est aujourd'hui. Le gouvernement n'a pas encore annoncé le montant de cette revalorisation. La hausse d'1% du point d'indice coûterait 2 milliards d'euros à l'État et aux collectivités territoriales. Le dégel du point d'indice des fonctionnaires, qu'en pense-t-on à Mayotte? Nous avons posé la question à des représentants syndicaux. Je vous propose de les écouter au micro de Daniel Abdou. La mesure ne rentrerait en vigueur que par une loi de finances donc à l'issue qui sera prise par le Parlement, donc à l'issue des élections législatives. Donc concrètement, les fonctionnaires ne verront en effet qu'après les élections législatives. Et on ose espérer que les négociations prendront en compte effectivement l'inflation, puisqu'on a connu une inflation assez importante et pour 2020, ils annoncent une inflation de 4%. Ça, ce ne sera que justice si nous pouvons obtenir la valeur
du point d'indice augmenté à une hauteur de 5% par exemple. Que ce soit durant une phase de campagne électorale ou pas, moi ce que je voudrais voir, c'est cette augmentation tant importante pour que nous puissions répondre à cette inflation que nous vivons au quotidien. Depuis le début de l'année à Mayotte, l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés dans la fonction publique est applicable de plein droit. Et pour sensibiliser au mieux les cadres des différentes collectivités, une session d'information est organisée hier au collège de Kwalé, dans la commune de Mamoudzou. Image signée ici Far Ousseni. Et direction tout de suite Chiconi, à la rencontre de Sandati Moussa. Pas la chanteuse que vous connaissez, mais la salariée du conseil départemental en situation de handicap, qui nous raconte d'ailleurs son quotidien au travail. Géraldine, lui, Youssouf Ahmed Matoir. Bonjour, je m'appelle Sandati, je travaille ici depuis 2006 et j'ai un handicap. Tous les matins, je prends ces escaliers et à midi, je reprends ces escaliers et puis le soir, en rentrant, 4 fois par jour, tous les jours. Il y a quelques jours, ma collègue, je lui ai dit, j'ai failli tomber là, avec ça là. Et du coup, c'est elle qui a eu pitié de moi. En fait, elle n'est pas praticable du tout parce que même pour moi, je ne me sens pas en sécurité pour descendre parce que vous voyez bien, c'est une pente. Hein. C'est pas calculé. Je ne sais pas comment on peut faire un truc là, comme ça, pour dire, voilà, c'est pour les personnes qui ont un problème de handicap. C'est pas possible. Sandati est handicapée depuis l'âge de 4 ans. Après avoir contracté la poliomyélite, elle perd l'usage de ses jambes. Grâce à une opération, elle peut remarcher. Après, même si je boite, mais au moins, tu vois, je marche. Je fais mon ménage moi-même. Je fais à manger moi-même. Sandati entame une carrière d'employé administratif en 2006. Elle est reconnue travailleur handicapé à 50%. Malgré son statut, elle ne bénéficie d'aucun aménagement. Le médecin du travail, et c'est lui, quand il a vu mon état, qui a dit non. Il vous faut un fauteuil adapté à votre dos. L'épanouissement personnel sur le lieu de travail, c'est la priorité du nouveau référent handicap du conseil départemental, en poste depuis le 21 février. Pour accompagner les agents à l'aménagement de poste, il y a une prescription du médecin. Je l'envoie à la direction de la prévention des risques professionnels qui, eux, viennent étudier le poste à aménager. 300 personnes en situation de handicap sur environ 3400 qui travaillent au conseil départemental pourraient faire appel aux référents. Pas de chiffre officiel cependant sur le nombre de chômeurs en situation de handicap à Mayotte. La situation des personnes en situation de handicap, leur employabilité, on en parle avec vous. Nathalie Infante, bonsoir. Vous êtes la directrice régionale de la Caisse des dépôts Océan Indien. Quel est le rôle tout d'abord de votre institution concernant les travailleurs handicapés ? Bonsoir. Alors la Caisse des dépôts a un rôle évidemment qui est important dans le déploiement de cette politique publique qui est jugée prioritaire. D'abord parce que nous fixons comme objectif à la Caisse des dépôts d'être un acteur utile dans la réduction des fractures sociales et territoriales. Et évidemment, une politique active en matière de handicap en fait pleinement partie. Depuis 2005, la Caisse des dépôts gère le FIP, qui est le Fonds d'insertion pour les personnes en situation de handicap dans la fonction publique. Et c'est le FIP qui a vocation à assurer justement l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés dans les 3 fonctions publiques, qu'elles soient d'État, territoriales ou hospitalières. Je le disais tout à l'heure, l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés dans la fonction publique, applicable de plein droit à Mayotte depuis le 1er janvier. Qu'est-ce que cela change concrètement par rapport à 2021 ? Alors, ça va changer beaucoup de choses. En tout cas, on l'espère. Ça a vocation à changer beaucoup de choses. D'abord, c'est une reconnaissance pleine et entière de cette obligation d'emploi pour l'ensemble des travailleurs handicapés dans la fonction publique. On l'a vu dans l'exemple que vous nous avez montré à l'instant au Conseil général, il y a une vraie fierté à continuer à travailler, à être autonome dans ces fonctions. Et donc, on a un sujet de maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap et puis d'accès à l'emploi de ces personnes en situation de handicap. Ça ne se fait pas complètement naturellement parce qu'il y a aussi un certain nombre de préjugés,
de tabou qui reste important dans la société, pas uniquement à Mayotte, mais partout. Justement, vous me tendez la perche parce que là, on voyait sur cet exemple précis, Sandati, son handicap se voit, mais il y en a plein, leur handicap ne se voit Exactement. pas. Et derrière, il y a cette lourdeur aussi administrative qui fait que certains abandonnent de faire les démarches pour qu'on leur reconnaisse en tout cas leur statut de personne en situation de handicap. Est-ce que de ce côté-là, vous, votre structure, vous accompagnerez ou vous allez mieux accompagner les personnes? Le FIP est précisément là pour ça, effectivement, pour accompagner avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème en matière de politique de handicap, notamment la MDPH, qui est évidemment aussi un acteur extrêmement important, et puis l'ensemble des référents handicap qui vont également irriguer l'ensemble des employeurs publics pour faire à la fois reconnaître les situations de handicap à chaque fois qu'un salarié souhaitera voir reconnaître sa situation de handicap, et puis accompagner les employeurs publics dans leurs obligations d'aménagement de postes, d'insertion de personnes en situation de handicap et de maintien dans l'emploi. Et comment vous allez faire si jamais, malgré vos directives, les employeurs n'aménagent pas, par exemple, les postes ou, là, on l'a vu tout à l'heure, les accès pour les bâtiments s'ils ne sont pas aux normes? Qu'est-ce que vous pouvez faire derrière? Alors on le voit bien, la question du handicap est une question qui va irriguer l'ensemble de la société. C'est à la fois une question effectivement de maintien dans l'emploi, ça va être une question également de mobilité, d'accessibilité, dans l'éducation également. Donc c'est une question sociétale globalement. Le FIP s'occupe effectivement de la question du maintien dans l'emploi et de l'accès à l'emploi, mais par ailleurs, nous travaillons Caisse des dépôts hors FIP, également à irriguer l'ensemble des politiques de public national sur le sujet du handicap. Je vais vous poser la question, juste pour finir, je vais vous poser la question parce que dans les entreprises, lorsqu'on ne respecte pas ce taux de 6%, 2% à Mayotte, derrière les entreprises sont sanctionnées par des amendes. Mais au niveau de la fonction publique, c'est pareil. C'est exactement la même chose. C'est bien pour ça que l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, qui est maintenant pleinement applicable à Mayotte, a du sens, parce que ça va inciter effectivement l'ensemble des employeurs publics qui sont éligibles à cette obligation à respecter cette obligation et puis sinon à avoir des contributions au FIP. Et avec ces contributions, le FIP mène des actions très concrètes en faveur des personnes en situation de handicap dans la fonction publique. Merci beaucoup Nathalie Infante d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle donc que vous êtes la directrice régionale de la Caisse des dépôts Océan Indien. Fin de cette édition, merci de votre attention. Demain 13h, Aurélien Février pour l'édition de la mi-journée. Nous, on se retrouve juste après la météo de Awa Boura pour le journal en Chimoré. Très belle soirée à vous.